Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Moins de vacances, plus d'évaluations et de plus en plus jeunes. Un nouveau calendrier s'impose pour les élèves français, pour le gouvernement. Eh bien, la priorité est de bâtir l'école de demain pour renforcer les savoirs fondamentaux. Alors à quoi va ressembler cette école? On en parle avec nos invités. Dans le bon point du jour, nous allons parler d'un programme éducatif qui met à l'honneur les filières professionnelles et agricoles. Et dans la chronique Quoi de neuf sur les réseaux, Guillaume Ouattara s'intéresse à l'intelligence artificielle au service ou pas de la traduction. On verra ça ensemble avec lui, justement Guillaume, que l'on retrouve pour l'actualité en bref. Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec cette annonce de Gabriel Attal. Il souhaite rendre le métier d'enseignant plus attractif. Et oui, vous le savez, on en parle régulièrement ici. Ça n'a rien d'une mince affaire. Entre les postes manquants, quelques 3000 en cette rentrée, le pacte enseignant qui a du mal à passer du côté des enseignants et des syndicats, et puis la publication de l'ouvrage L'ex plus beau métier du monde qui étrille le système éducatif français. Pas facile de faire rêver les jeunes pour ce métier et vers ce métier d'enseignant. Pourtant, hier, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, l'a dit face aux syndicats qu'il recevait rue de Grenelle. Il veut prendre le temps de rendre le métier attractif. Alors, il les recevait pour échanger, pour apprendre à les connaître, et il a fait plusieurs annonces. Il promet d'abord un plan d'attractivité et de reconnaissance du métier d'enseignant, et il promet également qu'il y aura des annonces attendues avant la fin de l'année civile autour, justement, de cette attractivité. Alors, est-ce que ça passera par une revalorisation des salaires? Sans doute pas, puisque le pacte enseignant est désormais en place et que les profs volontaires peuvent signer la partie qui leur permet d'avoir une augmentation plus conséquente. Toujours est-il donc qu'on se demande comment il va réussir cette attractivité. Autre annonce qu'il a faite d'ailleurs récemment, celle de faire en sorte que les formations se fassent en dehors du temps scolaire, en dehors du temps face aux élèves. Là aussi, ça a fait réagir les syndicats. Syndicats d'ailleurs qui ont réagi à cette annonce d'attractivité, notamment du côté du FSU qu'on connaît bien, avec Sophie Vénétité qui dit Gabriel Attal n'a pas la volonté de rouvrir le dossier salaire, ce qui est très problématique. Elle était plutôt positive quand même sur la teneur des échanges hier. Ils n'ont pas quitté en tout cas la table des négociations comme ça a pu arriver dans le passé. Affaire à suivre. Une centaine d'agents publics réunis dans un collectif. Nos services publics prennent la plume. Ils viennent de publier un rapport accablant sur l'état des services publics et évidemment, l'éducation n'est pas épargnée. Oui, et le ton, il est donné dès les premières lignes de ce rapport que je vous propose de découvrir. Les moyens des services publics augmentent moins rapidement que les besoins sociaux depuis 20 ans. Voilà le constat de départ donc de ce collectif d'agents publics en colère évidemment. En fait, ce qu'ils pointent du doigt dans le domaine de la santé, des transports, de la justice, de l'éducation, c'est la décorrélation entre l'augmentation des besoins, puisque la population augmente, le niveau de vie également augmente, les prix augmentent, et l'offre en face qui ne suit pas. Dans le domaine de l'éducation, ce qu'ils expliquent, c'est la massification qui est en train de se passer, avec plus d'élèves qui arrivent jusqu'au baccalauréat et qui continuent et qui vont chercher des diplômes de l'enseignement supérieur, mais qui n'ont pas forcément les moyens qu'il faut du côté de l'éducation nationale. L'une des conséquences qui est pointée du doigt par ce rapport, c'est la privatisation de l'éducation. Les familles qui ont les moyens se tournent vers le privé. Voilà ce qu'il en dit d'ailleurs. Ce développement d'un service privé entraîne progressivement la transformation du service public en un service minimum et dégradé, et donc la perte progressive de sa vocation universelle. Direction la Belgique désormais. Vous nous racontiez hier, Guillaume, que les livrets d'éducation sexuelle faisaient polémique dans ce pays. Eh bien, la tension est montée d'un cran avec l'incendie d'établissements scolaires. Oui, pour rappel, hier, on évoquait ce sujet des manuels pédagogiques adaptés à l'âge des enfants qui traitent de questions sur le bien-être, le développement personnel, mais également sur les identités de genre et la pornographie. Des collectifs de parents accusent ces manuels d'apprendre aux enfants à faire des fellations. Voilà ce qu'ils disent. C'est faux, complètement faux. D'ailleurs, la ministre de l'Éducation nationale belge avait déjà eu l'occasion de le préciser. Hier, donc, on vous racontait cette contestation. Eh bien, ça a pris un tournant dramatique puisque des départs de feu ont été constatés dans 4 écoles de Charleroi. C'est dans le sud du pays. Tous ces départs de feu étaient signés d'un même sigle, No Evras. Evras, c'est le nom qui est donné à ces programmes d'éducation sexuelle. Le bourgmestre dénonce
dénonce des actes qu'il qualifie de terroristes et de barbares. Plusieurs enquêtes vont être ouvertes. Le cabinet de la ministre de l'Éducation nationale belge refuse, lui, de commenter. On termine avec cette information BFM TV. Le plan gouvernemental des 30 minutes de sport par jour a bien du mal à s'installer dans les établissements scolaires. Oui, souvenez-vous, c'était en septembre 2022, l'annonce en grande pompe de Pape Ndiaye qui avait fait le tour des écoles pour vanter les mérites du sport pour tous. 30 minutes de sport par jour, c'était l'ambition pour les élèves d'école primaire. Eh bien, ça coince selon nos confrères de BFM TV qui révèlent que 51% des écoles ne sont pas encore engagées dans le dispositif. Alors, les raisons, elles sont nombreuses. Le temps, les moyens, les espaces alloués. Où est-ce qu'on fait en fait jouer tous les élèves? Où est-ce qu'ils peuvent aller faire du sport tous ensemble? Certains disent qu'il faudrait échelonner cette demi-heure de sport aux classes. En fait, avoir des classes qui le font petit à petit. Une classe qui arrive à 8h qui fait sa demi-heure de sport, puis l'autre qui fait à 8h30, etc. Eh bien, le problème, expliquent les syndicats, c'est que ça n'est pas possible. La majorité des écoles ont une cour qui est centrale sur une activité bruyante. On ne peut pas gêner l'apprentissage dans les autres classes autour de cet espace. Le ministre annonce qu'il va quand même mettre des moyens pour permettre d'avoir du sport pour tous, mais pour l'instant, c'est du sport pour 49% des écoles. Et on parlera justement évidemment de l'éducation physique et sportive au sein de l'école de manière générale lors d'une émission consacrée à cela. Merci beaucoup Guillaume. Cette rentrée scolaire est ponctuée par des sorties médiatiques telles que, je cite, mettre le paquet sur les savoirs fondamentaux, car c'est dès le début que tout se joue, dit Gabriel Attal, ou encore il faut repenser le temps des vacances. Ça, c'est Emmanuel Macron, mais aussi créer de nouvelles évaluations en CM1 et en 4e. Alors d'accord, mais pour améliorer les résultats des élèves français, le gouvernement entame une refonte des plannings. Mais en quoi consiste justement ce nouveau calendrier censé bâtir l'école de demain? Eh bien, c'est notre question du jour. On en parle avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Laurence Decoq. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne et enseignante. Et également Guillaume Prévost, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aussi, délégué général du think tank Vers le haut. Waouh, quel programme. Tout est dit. On y est, on est au cœur du sujet. On est au cœur du sujet. Alors, beaucoup d'annonces ont été faites, évidemment, depuis cette rentrée, notamment par le ministre de l'Éducation, mais aussi par le président. On va parler du niveau, déjà, puisque le niveau est un des points très importants, évidemment, dont on parle beaucoup dans la presse, mais aussi au sein même du ministère. François Hollande en parlait déjà. Emmanuel Macron veut aussi en faire une priorité. Gabriel Attal, un choc des savoirs, comme il dit. Il faut faire donc plus de français et maths, on parle des savoirs fondamentaux, ce sont les grands mots qui ont été dits plusieurs fois. L'OCDE a publié ce mardi un rapport annuel sur l'éducation. La France fait plus, mais pas mieux. C'est ce qui est dit, et c'est ce qu'on retrouve dans le journal Les Échos. À l'échelle européenne, les élèves français sont ceux qui, effectivement, en font le plus, avec 59% de temps scolaire dédié à l'enseignement, justement, des maths et du français, soit la proportion la plus élevée de tous les pays de l'OCDE. Et donc, ma question, parce que le préambule était un peu long, je vous l'accorde, mais ma question, c'est de savoir, est-ce que ça veut bien dire que le volume ne compte pas en rapport avec la qualité? Est-ce que c'est la qualité qui prévaut? Prévost, alors c'est pour moi. Oui, je vous dirais, oui, le volume a son importance. On aurait tort selon toute logique, plus on fait de mathématiques, plus on apprend des choses. Mais les ressorts des apprentissages ne sont pas tous situés dans la classe. C'est-à-dire qu'un élève qui réussit ses apprentissages, c'est un élève qui a confiance en lui, qui sait pourquoi il apprend, qui est capable de donner du sens à ses apprentissages et qui peut compter sur des relations qui le nourrissent. Et c'est probablement de ce point de vue-là que l'école française pêche. Alors finalement, on va continuer à rajouter des heures en plus, à rajouter des enseignants en plus, alors que c'est probablement pas là, on va probablement en discuter, que résident les sous-jacents de la réussite, notamment des élèves les plus en difficulté. Oui, et pour autant, il manque beaucoup de professeurs, et on en parlera évidemment de ce problème-là. Peut-être un problème de pédagogie à revoir, alors, selon vous, Laurence Decoq? Oui, d'abord dire que moi, je suis en effet d'accord sur le fait de faire intervenir la question de l'environnement dans lequel l'enfant est socialisé, c'est-à-dire dans lequel il grandit, et qui fait que selon le niveau de proximité avec la culture scolaire, c'est-à-dire ce qu'un enfant saisit de ce qui doit être enseigné, un enfant apprend mieux ou moins bien. Et c'est pour ça que la sociologie de l'éducation a
montré que dans les familles dans lesquelles il y a un accès à la lecture, aux livres, au savoir, dès tout petit, un enfant qui entre à l'école, on n'a même pas besoin de lui donner la consigne, il sait déjà quelles sont les attentes, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants. Donc rappeler cette question de l'environnement social est absolument majeure. Effectivement, elle ne suffit pas, parce que l'école a sa carte à jouer, et l'école a son rôle à jouer. Alors, moi, je voudrais déjà commencer par interroger ce chiffre de 59%, qui est à la fois une surprise, parce qu'effectivement, ça prend un peu à contre-pied les annonces, qui dit qu'il faut faire toujours plus. Il y a un moment, on se dit, mais en fait, on ne peut pas faire plus que 59%, parce que sinon, on ne fait que ça. On peut pas, mais surtout, est-ce qu'il faut? Voilà. Et deuxièmement, quand même, une petite critique un peu méthodologique, rappeler aussi qu'on fait des maths et du français dans d'autres disciplines. Et donc, en fait, on peut presque considérer qu'on est au-dessus de 59%. Maintenant, si on en revient à la question des fondamentaux, qui ne sont pas simplement maths et français, qui sont lire, écrire, compter, ce n'est pas tout à fait la même chose, effectivement, là, on a vraisemblablement un problème de méthode. C'est-à-dire qu'on a une marge de manœuvre qui n'est pas suffisante pour les enseignants et qui ne leur donne pas la possibilité de travailler de manière efficace. Et en l'occurrence, pour les savoirs fondamentaux, on sait très bien que l'un des critères, c'est par exemple le nombre en classe, c'est-à-dire le nombre d'enfants, les effectifs. Voilà. Et donc, ce qui compte, c'est la durée que l'on peut passer avec un petit nombre d'enfants sur un même apprentissage, avec un même objectif. Et c'est là où l'essentiel des travaux a montré que ça devenait efficace. Alors c'est aussi non pas une annonce, mais en tout cas une possibilité envisagée par le ministre de l'Éducation, effectivement, le dédoublement de certaines classes, notamment dans l'élémentaire. Est-ce que finalement, si on revenait, comme vous le dites, à des classes plus restreintes, c'est-à-dire plus réduites en termes de nombre, on y arriverait, sachant qu'on est quand même dans une crise, vous le disiez que ce n'était pas l'essentiel, mais enfin, c'est quand même une crise aussi majeure de recrutement des professeurs. Tout à fait. Il faut clairement mettre au regard de ce chiffre 60% les moyens importants que l'école dédie à l'enseignement. Encore une fois, de ce point de vue-là, moi je pense qu'on va revenir sans cesse sur cette distinction entre l'enseignement et l'éducation. On sait aujourd'hui que les ressorts de l'enseignement, de la réussite des apprentissages, ne sont pas seulement situés dans la classe. Donc il y a probablement une marge de progression très importante de l'école française sur le lien entre la classe et le hors-classe, avec la famille, avec le périscolaire, ce qu'on appelle la continuité des temps éducatifs, qui est aujourd'hui probablement une faiblesse de l'école. Mais il faut quand même partir de la classe. Or, qu'est-ce que disent les chiffres agrégés ? On a 850 000 enseignants, moins de 12 millions d'élèves. Donc, factuellement, il faut regarder les choses dans le détail, en fait, on a un enseignant pour moins de 14 élèves, au final. Donc, vous voyez qu'on peut, si on distingue les choses, c'est un enseignant pour 11,5 élèves dans le secondaire. Donc, est-ce qu'on a un problème de nombre d'enseignants ? Est-ce qu'on a un problème d'attractivité des métiers de l'enseignement ? Où on a un problème de conception globale de notre système éducatif qui repose trop exclusivement sur la classe, la figure de l'enseignant et cette approche très magistérielle des apprentissages. Nous pensons, et je pense que c'est ce que montre l'enquête PISA du point de vue qualitatif, si on regarde les systèmes éducatifs dans lesquels on a des bons résultats sur les enquêtes, qui sont certes un peu qu'on leur limite, on voit que les systèmes éducatifs qui sont performants, c'est ceux qui arrivent à mobiliser le hors-classe. Et c'est probablement là qu'on a une vraie angle mort de notre système éducatif. Mais pour pouvoir imaginer le hors-classe, encore faut-il repenser le temps scolaire. Ces journées beaucoup trop longues et qui ne permettent pas le hors-classe dont vous parlez et qui serait hors donc, enseignement dit traditionnel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors d'abord, une réaction. Compléter un petit peu. On a aussi un quatrième problème, si j'ose dire, c'est la question de la formation des enseignants. Oui. C'est-à-dire que j'allais y venir justement. Voilà, lorsque vous avez un tout jeune fraîchement sorti de l'université à bac+3 qui n'a pas passé le concours, qui est recruté en 45 minutes par job dating, si vous le mettez devant des CP en lui disant dans 3 mois il faut que les CP sachent lire, c'est sûr qu'on va droit à la catastrophe. Alors la question inverse, pardonnez-moi, mais vous allez la comprendre, est-ce qu'il faut mieux laisser une classe sans prof ? Ah bah non, évidemment Alors, que non. Est-ce qu'il fallait donc du coup permettre le job dating, ce qui a été fait notamment dans l'Académie de Versailles, ou est-ce qu'il fallait du coup se retrouver avec des rentrées ? Il y a des alternatives. Il y a eu 4000 contractuels quand même engagés l'année dernière. Mais justement, on a une réponse. Si on regarde bien, si on reprend notre sujet, on a une approche par les savoirs fondamentaux, on a une approche par la classe, on a une approche par le magistériel, on a une approche par le maître. Cette figure mythique du maître. Or, là, il y a plein d'autres figures éducatives autour de l'enfant. Madame de Coq parlait avec raison de l'apprentissage de la lecture.
Aujourd'hui, on découvre que ce qui fait qu'un enfant réussit son apprentissage de la lecture dès la grande section, et même avant, c'est que les parents, le soir, lui lisent des histoires. C'est absolument déterminant. On a un gros problème en France avec les enfants issus de l'immigration, notamment parce qu'on leur a expliqué, aux parents qu'il fallait surtout pas leur raconter des histoires dans leur langue maternelle, parce que ça allait gêner leur apprentissage. Mais en fait, c'est tout le contraire. Les sciences cognitives et les sciences de l'éducation et les sciences sociales, excusez-moi, je voudrais pas rentrer dans la querelle méthodologique, montrent que les parents d'origine étrangère qui racontent des histoires à leurs enfants le soir dans leur langue natale, ça va leur permettre d'apprendre plus facilement le français, l'écrire dès le CP. C'est quand même extraordinaire. Vous voyez que là, on rate un ressort fondamental. En fait, à chaque fois qu'on a un problème social, égalité entre les filles et les garçons, décrocheurs, on répond par un prof, des heures. Mais en fait, on passe à côté des leviers d'apprentissage. Les leviers d'apprentissage, je le répète, c'est donner du sens. Pourquoi je le fais ? Avoir confiance en soi, c'est ce qui nourrit ma motivation, et m'appuyer sur des gens en qui j'ai confiance. Alors, juste une réaction par rapport à ce que vous disiez, Laurence Decoq. Vous parliez effectivement de la formation des professeurs, et après on parlera évaluation et évidemment vacances, parce que c'est l'organisation de manière générale du temps scolaire qui est repensée et dont on débat ici aujourd'hui. La formation des profs. La France se situe parmi les pays les plus exigeants, en tout cas se situer, alors à voir justement, en termes de niveau de qualification justement pour enseigner. Est-ce que c'est toujours le cas avec le recrutement des contractuels dont on a parlé notamment ? Avec le recrutement des contractuels, non, mais en fait, cette phrase-là, il faut aussi l'affiner, c'est-à-dire que c'est exigeant à deux niveaux. C'est exigeant parce que le concours est placé assez tard, il est à Bac+5, donc en Master 2, ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes, y compris sociaux, parce que tous les étudiants ne peuvent pas se payer des études pendant 5 ans, donc du coup, ça recrute aussi à un niveau social particulier pour devenir enseignant, et c'est aussi pour ça que ce n'est pas forcément attractif. Et ça dit aussi, surtout, quels sont les attendus de formation des enseignants. C'est un haut niveau d'exigence académique, un haut niveau d'exigence scientifique. C'est-à-dire que, surtout pour le secondaire, les enseignants, on leur demande une très bonne maîtrise scientifique de leur discipline. Ce qui est très bien, mais ce qui ne suffit pas. On a encore aujourd'hui des enseignants qui arrivent devant des classes, des tout jeunes enseignants qui arrivent devant des classes et qui n'ont eu aucune notion ni de psychologie de l'enfant, ni de pédagogie, ni de sociologie de l'éducation, tout ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire comment un enfant apprend. Donc en fait, ce qu'il faut revoir, c'est tout ce qu'on appelle le curriculum de formation des enseignants, c'est-à-dire dès la première année, essayer de réfléchir, donc dès Bac+1, essayer de réfléchir à un équilibre entre des formations plus transversales, qui sont vraiment des formations sur les enjeux de l'éducation en général, et sans sacrifier évidemment une formation scientifique de haut niveau, parce qu'on n'enseigne pas bien une discipline si on ne la maîtrise pas. Mais ce que vous dites, Laurence Decoq, est fort intéressant, et notamment recoupe toutes les personnes que j'ai reçues ici, les invités sur ce plateau, disent tous qu'effectivement il y a un problème de pédagogie. Or, si on a fait nous-mêmes ce constat-là, évidemment d'autres l'ont fait bien avant nous, et notamment au ministère de l'Éducation, à l'Inspection Générale, enfin bref, à tout le monde. Donc pourquoi ça n'avance pas plus vite ? Moi, je dirais qu'on a un vrai problème de ressources humaines, au sens strict de ressources humaines. À l'heure où toutes les entreprises ont du mal à recruter à Bac+5, il y a premier budget de l'État quand même, éducation, je rappelle juste. Avec la dette. Ouais. Rappelons-nous quand même, c'est fondamental. Petit point politique. Voilà, point politique, comme ça. Budgétaire. Alors que toutes les entreprises de France et de Navarre et les administrations ont de mal à recruter à Bac+5, c'est un niveau de recrutement où il y a une réelle attrition. Il est tout à fait normal que l'Éducation nationale, compte tenu des salaires peu attractifs qu'elle propose, compte tenu du niveau de qualification, ait énormément de mal à recruter ses enseignants à Bac+5. Donc la vraie question qui est posée, c'est, moi je répète, avons-nous besoin d'autant d'enseignants alors qu'à côté des enseignants, il y a une population d'éducateurs, d'animateurs, en périscolaire, en protection de l'enfance, dans tous les métiers du médico-social, qui sont en très grande difficulté avec des contrats précaires, pas de corps de fonctionnaires, des salaires au lance-pierre, CDD en veux-tu en voilà, et qui auraient toute leur place dans les écoles. Il y a une mesure qui est complètement passée inaperçue pendant cet été. On a choisi, pour assurer la promesse de mettre un adulte devant chaque classe, on a essayé de mobiliser les assistants d'éducation, qu'on appelle AED, on a la science des sigles dans ce ministère. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi, à côté de l'enseignant, on n'aurait pas des éducateurs capables d'apporter une vraie complémentarité aux apprentissages, capables de mettre en activité les élèves. Mais encore faut-il que ça soit formé, peut-être. Bien sûr, tout à fait. Ça a été aussi la levée de bouclier de beaucoup d'enseignants, ce sujet. Tout à fait, mais regardez, si je prends les chiffres globaux, on a dit 850 000 enseignants, 12 millions d'élèves. Pourquoi on n'aurait pas 500 000 enseignants, 200 000 éducateurs ?
Avec 200 000 éducateurs, on est capable de faire des choses. Avec 200 000 éducateurs, on est capable d'organiser des formations. Avec 200 000 éducateurs, on est capable d'investir les pédagogies actives qui ont leurs avantages et leurs limites. Mais avec 200 000 enseignants, on est capable de casser l'isolement des enseignants. Et nous, on est convaincus d'une chose, c'est que s'il y a un problème aujourd'hui dans l'attractivité des métiers de l'enseignement, certes le salaire, mais aussi l'isolement. Ils sont face à leurs enfants, pressés par les familles, par les injonctions à faire de l'éducation au développement durable, à la sécurité routière, à l'égalité entre les filles et les garçons, et ils n'en peuvent plus. À quel moment ils peuvent mettre en œuvre leurs connaissances académiques? Vous êtes favorable à cette idée de vase communicant, ou il faudrait en plus, effectivement, aider les enseignants avec des AED? Oui, moi je pense qu'on est sur une pente un peu glissante si on considère qu'on compense le manque d'enseignants par d'autres professions périphériques qui ont évidemment leur importance et qui s'inscrivent en effet dans la continuité scolaire, mais je pense qu'il faut vraiment renforcer au contraire la place des enseignants et leur légitimité dans les logiques d'exigence en termes d'apprentissage. Mais pour répondre à votre question, il y a aussi d'autres raisons. La formation des enseignants, ça coûte cher. Vous dites, on en a pris conscience au ministère, on en a pris conscience à l'inspection. Je dis pourquoi ils n'en ont pas pris conscience. Pourquoi alors, d'abord parce qu'on est quand même dans des impératifs austéritaires. Et ça, tant qu'on sera dans des impératifs austéritaires, alors on aura des politiques éducatives qui vont toucher un petit maillon sans toucher l'autre, etc. Et ça sera nécessairement du bricolage. Ce qui explique qu'on soit là à se dire, ah bah oui, il vaut mieux un prof recruté par job dating que rien du tout. On est un peu piégé avec ça. Donc cette logique austéritaire, elle est fondamentale. Ça coûte cher parce que la formation pédagogique, ça passe par l'université. Or, aujourd'hui, quelle est la solution que le ministère a trouvée? C'est de décider que puisqu'elle ne passe pas par l'université, elle va passer par eux-mêmes. Et donc, c'est eux qui vont donner des injonctions à enseigner de telle ou telle façon au nom de l'idée qu'on aurait déterminé une pédagogie efficace. On aurait élucidé le grand mystère de l'humanité, à savoir comment un enfant apprend. Et donc, on a un ministère qui est imprégné de toute l'idéologie des données probantes, des choses qui sont scientifiquement quantifiables. Voilà. Et quand on est un petit peu fin connaisseur de l'histoire de la pédagogie, on sait bien que tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et puis, je termine juste par une dernière chose, c'est que l'école, les attendus de l'école ne sont pas simplement des attendus en termes de performance scolaire, en termes de résultats quantifiables, ce sont aussi des attendus en termes de compétences civiques, de qualité de vie, de droit au bonheur et de préparation d'un monde de demain que ni vous ni moi ne connaissez. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut véritablement réfléchir et qui ne rentrent pas dans des données statistiques. Évidemment. On parlait bien sûr de toutes les annonces faites par le gouvernement. On parle donc de choc des savoirs du côté de Gabriel Attal, d'une priorité quant aux savoirs fondamentaux du côté du président de la République. Il y a cette idée des évaluations qui est arrivée sur le tapis. Elle n'est pas nouvelle. C'était un marronnier, ça fait 30 ans qu'on en parle. Chaque fois, ça change. Là, ça y est, on est reparti. Donc, de nouvelles évaluations sont prévues en CM1. Quand je dis c'est reparti, je ne juge pas. Je dis juste qu'on repart sur de nouvelles annonces. Donc, sont prévues en CM1 et en 4e, en maths et français, plus 2 heures de sport, sachant que, et un papier est sorti encore aujourd'hui, critiquant le fait que les 30 minutes de sport prévues quotidiennement, donc par jour, ne sont déjà pas respectées dans 100% des collèges et lycées. Tout cela, c'est un emploi du temps évidemment extrêmement chargé pour nos étudiants. Est-ce qu'on peut parler, en une phrase peut-être pas, mais deux, disons, de cette repenser l'emploi du temps scolaire de nos enfants? Guillaume Prévost. Déjà, quand on parle de choc en politique, c'est toujours drôle parce que c'est systématiquement pour parler de ce qui n'existe pas. Il y avait un choc de compétitivité, il y a un choc de confiance. À chaque fois, sur les gros problèmes, la solution, c'est un communicant qui dit choc 2. Donc, premièrement, choc 2, savoirs fondamentaux. Bon, voilà une belle nouvelle, parce que la politique de M. Blanquer, c'était pas la même, parce que M. Papendiaï a dit le contraire, ou parce qu'on dit exactement la même chose depuis la loi de 89 d'orientation sur l'école. Donc, sur ce registre, rien n'a changé. Par contre, regardons la succession des annonces et des dispositifs. Évaluation, vous en avez parlé. CP, mi-CP, CE1, CM1, 6e, 4e, brevet des collèges. En fait, nos élèves vont être chaque année devant un ordinateur à faire des petits tests là pour où
où sont les leviers de l'humain, de la confiance en soi, du bonheur, dont parle justement Madame de Coq, de l'épanouissement des enseignants. Oui, mais est-ce que c'est important d'évaluer? C'est une question toute bête, pardon, mais est-ce que c'est important à la fois pour l'élève, pour le parent, pour les enseignants? C'est fondamental d'évaluer, mais pas du tout d'évaluer comme ça. Évaluer comme ça signifie qu'on opère un classement des enfants à un instant T. Et on ne cesse d'opérer un classement à un instant T. Ce qui, pour des enfants qui sont fragilisés, qui manquent de confiance en eux, est particulièrement délétère. On va droit dans le mur avec ça, parce que c'est une manière de faire intérioriser aux enfants l'idée qu'ils sont en échec. Ils sont en permanence comparés à leurs camarades. Or, plein de pédagogues ont réfléchi à la question de l'évaluation. L'évaluation, ça sert à quoi? Ça sert à se situer par rapport à une progression individuelle, par rapport à ce que Célestin Freinet, par exemple, appelait le plan de travail. Donc, je ne me situe pas par rapport à mes camarades, je me situe par rapport à un objectif que je me suis donné en coopération avec mon enseignant. C'est pas du tout la même chose. Et alors, évidemment, cette évaluation-là, elle passe pas du tout par un chiffre qui ne veut rien dire. 8 sur 10, 8 sur 20, ça ne veut rien dire, ce n'est qu'un classement. Donc, c'est fondamental d'évaluer, mais pas pour classer, c'est fondamental d'évaluer pour que l'enfant prenne confiance dans sa capacité de progresser par rapport à un objectif qu'il s'est fixé et qu'on lui a fixé. D'autant que si on pousse effectivement le raisonnement jusqu'au bout, la comparaison, elle est forte et très différente en fonction des académies, des lycées et des collèges. Car on n'a pas les mêmes résultats si on est, je ne sais pas, à Fénelon, Sainte-Marie ou à Stanislas, à Paris, que dans un autre lycée, dans une REP, bien qu'il y ait de très très bons lycées dans les REP. Mais évidemment, ce n'est pas du tout le même cas. Alors comment faire justement pour opérer ce distinguo qui poussera et élèvera les enfants qui sont en difficulté vers le haut et qui permettra aussi à ceux qui sont dans une bonne prédisposition aussi d'évoluer positivement? Là, pour moi, il y a deux sortes de réponses. La première réponse, c'est d'effacer l'influence de la famille. C'était la tentative de... L'influence de la famille, vous voulez dire que la famille à l'intérieur de l'école, c'est ça? Qu'est-ce qui fait le distinguo aujourd'hui? On le voit bien. D'ailleurs, vous avez vu les IPS qui classent les élèves ou les établissements en fonction de leur milieu d'origine. Et ben, vous avez un grand quotidien que je ne nommerai pas, qui a classé les IPS en disant voilà les meilleures écoles. Mais ce n'est pas les meilleures écoles, c'est le niveau socioculturel des familles. Donc en fait, tout le monde a ingéré l'idée que plus on est riche, mais meilleur on est à l'école. Et donc, si vous voulez que votre enfant réussisse à l'école, il faut le mettre. Tout le monde ne l'a pas ingéré, mais enfin, cela voudrait dire que... voilà, c'est très différent. Oui. Donc, heureusement, tout le monde ne pense pas ça. On efface l'influence de l'école, de la famille. Je ne crois pas que ça soit souhaitable. Je ne crois pas que notre société soit prête. Seconde solution, on noue une relation avec les familles, et notamment avec les familles les plus éloignées de l'école, les familles les plus en difficulté avec le langage scolaire. Et c'est cet effort-là pour lequel on a besoin d'un choc. Et les enseignants sont singulièrement dépourvus aujourd'hui pour parler aux parents d'élèves. On le voit bien. C'est là qu'ils ont besoin d'être soutenus. Ils ne le sont pas. Alors, on pourrait parler... une réaction, dites-moi. Une autre piste qui est complémentaire, parce que le fait de travailler la question de la coéducation, la continuité avec les parents, ça c'est fondamental. Mais une autre piste aussi qui est souvent un grand impensé de l'école, c'est de travailler sur les savoirs, sur les contenus d'enseignement. Alors évidemment, ça ne veut pas dire réviser les programmes. Ça veut dire vraiment avoir une réflexion curriculaire. Il n'y a qu'en France qu'on parle de programme. Le mot est laid quand même, les programmes. Un plan référentiel, un plan d'études, etc. Faire une véritable refondation de tout ça, avec en ligne de mire, non pas les enfants les plus cultivés, c'est-à-dire des savoirs qui seraient sélectifs, élitistes, mais au contraire les enfants qui ont le plus besoin. Et ça, c'est un travail qui est absolument gigantesque et qui n'a jamais été fait. Quelle nature de savoir doit-on enseigner? Des savoirs qui véhiculent, par exemple, des compétences critiques, des savoirs ou des référentiels qui mettent à équivalence des savoirs de nature intellectuelle et des savoirs de nature plus pratique. Donc, un curriculum qui redonne aussi de la dignité à des enfants qui se savent en difficulté sur des savoirs trop abstraits. Tout ça, c'est un énorme chantier qui n'a jamais été fait et qui aurait vraiment sa place dans un projet de refondation. Et oui, à vous écouter, en fait, il faudrait repenser la société telle qu'elle est. En fait, finalement, c'est peut-être une manière. L'école n'est que l'illustration de ce que l'on peut voir ailleurs. Bien heureusement ou malheureusement par certains cas. Et est-ce que c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait? Moi, je vous dirais que l'école est un peu prise au piège aujourd'hui des contradictions de la société. Parce que finalement, vous avez des enjeux pour les enfants les plus en difficulté. Et il y a des enjeux, évidemment, des enfants plus favorisés qui veulent préserver l'école telle qu'ils la connaissent. D'où la fuite d'un certain nombre de Français, notamment des classes moyennes, vers l'école privée. Donc je crois que
au fond, et c'est pour ça que la politique a son intérêt dans ce débat, au fond, ce dont notre école a besoin, c'est de s'accorder à un consensus national sur à quoi ça sert l'école, qu'est-ce qu'on veut faire de nos enfants. Et c'est ça qui manque en fait aujourd'hui. Du coup, comme tout le monde a le sentiment que le bateau coule, chacun s'échappe pour monter à bord du canot. Et c'est ça aujourd'hui. Il faudrait réfléchir parce qu'on a quand même monté une chaîne pour ça, on a monté une émission pour ça, on vous reçoit tous ici, on en est à la 200e et quelques émissions, donc je ne sais combien d'invités, peut-être 1000, et tous disent la même chose. Alors peut-être repenser l'école, un programme national de réflexion autour de l'école et de ce qu'on veut pour nos enfants serait peut-être effectivement très malin. C'est ce que fait Vers le Haut. Mais écoutez, très bien. Heureusement que vous êtes là et heureusement qu'aussi Laurence de Coq est là pour cela. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, Guillaume Prévost et Laurence de Coq. On marque une courte pause sur le Grand JT. Évidemment, on se retrouve. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder ensemble une thématique forte de l'éducation. Lundi, place aux initiatives locales, aux grands chantiers du gouvernement, c'est dans Action Éducation. Mardi, on s'intéresse aux nouvelles valeurs enseignées à vos enfants, c'est dans École Ensemble. Et puis le mercredi, focus sur l'extrascolaire, art, sport, musique. On découvre tout ça dans Extra School. On en vient au jeudi, on se projette sur l'avenir de vos enfants. C'est Mission Orientation avec chaque semaine des conseils précieux, avec notamment l'aide d'une coach spécialisée dans le domaine. Et puis vendredi, on prend sa valise, direction l'école du monde, on part à la découverte des pédagogies à l'étranger. Avec moi, tous les jours en plateau, des parents, des profs, des élus, des élèves, le MAG vous donne la parole. Je vous donne rendez-vous tous les jours pour la quotidienne de School TV. Chaque matin, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. Et puis, vous retrouvez aussi une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent nutrition, littérature jeunesse, pédagogie, tous les jours dans la quotidienne. On vous donne ainsi des clés de compréhension et des pistes d'action. Dans le Grand JT d'éducation, un programme qui met à l'honneur les filières françaises d'enseignement professionnel et agricole. Il s'agit de la résidence pro créée en 2021 par l'Académie de France à Rome en Italie. En 2024, la 3e édition se tiendra du 13 au 16 mai, de nouveau avec la région Grand Est. La Villa Médicis ouvrira ses portes à plusieurs centaines d'élèves autour du thème « L'habitat de demain, bien vivre ensemble et durablement ». Quel programme? On va justement en parler avec Capucine Plot-Sourin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur atelier couture, ainsi que Alexandre Demorège qui est à vos côtés. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes élève au lycée privé Frédéric Ozanam à Châlons-en-Champagne et vous avez participé justement, enfin le lycée a participé déjà à ce programme pédagogique. Capucine, juste, pardon, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin nous dire de cette résidence pro? Pourquoi le projet vous a plu? Mais en fait, c'est un nouveau dispositif qui a été mis en place par la Villa Médicis. Et le but était de promouvoir les filières professionnelles et les métiers d'art et le savoir-faire français. Donc c'est pour ça qu'on a proposé le projet à nos élèves. Oui, un programme d'égalité des chances aussi. C'est un programme assez large, effectivement, parce que cela peut concerner tout le monde. Et en l'occurrence, il met à l'honneur, je disais, les filières françaises d'enseignement professionnel et agricole. Et on a peut-être l'impression, à défaut justement, que ces filières-là ne pourraient pas résider à la Villa Médicis. Bien au contraire. Est-ce que c'est votre avis aussi, Alexandre Demorège? Oui, tout à fait. Oui. Comment vous vous sentez à l'idée de pouvoir participer à ce projet? C'est excitant comme projet pour une personne, surtout nous, on n'est pas habitué à faire ce genre de choses, surtout au lycée, et là, pour nous, c'est une chance. Vous n'êtes pas habitué parce que vous n'avez pas la chance de pouvoir effectivement à la fois voyager dans le cadre de vos études et en même temps de partager aussi la culture de ces endroits où de très grands artistes ont exposé, où évidemment il y a un essor très important. Oui, et puis en plus de découvrir des nouveaux endroits et surtout Rome, c'est quand même assez grandiose. Et oui, et puis de découvrir d'autres personnes de mon âge. C'est intéressant, oui.
Alors Capucine Plossorin, qu'est-ce que vous allez faire justement à la Villa Médicis? Donc on part pendant une semaine pour présenter les projets aux autres participants qui sont en résidence à la villa et aussi au directeur de la villa. D'accord. C'est des projets en fait que vous avez menés en amont, j'imagine, avec vos élèves pendant combien de mois? Oui. Alors en fait, on a commencé le projet en juin 2022. Et on a travaillé durant toute l'année scolaire à partir de septembre. Donc en fait, les élèves ont commencé par faire des recherches. On leur a donné le thème qui était l'art de vivre à la romaine. Et là, en fait, ils ont proposé 4 décors sur le thème de l'architecture, le cinéma, le muséal et la gastronomie. C'est intéressant de voir finalement, Capucine, des filières pro mises à l'honneur. On reproche parfois au gouvernement passé, ou en tout cas au ministère passé, de ne pas suffisamment avoir mis l'accent sur les filières professionnelles, de vouloir faire un peu de la filière générale, la filière par défaut. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour défendre ces filières pro aujourd'hui? Il y a du travail, il y a des beaux concours, des beaux projets comme ce que vous proposez. Il faut aller vers la filière pro. Oui, il faut aller vers la filière pro. C'est toujours très compliqué, même pour les familles, d'envoyer les élèves, leurs enfants, dans les lycées, les filières professionnelles, parce que ils ont très peur que leurs enfants n'aient pas de travail par la suite. Mais en tout cas, dans notre filière et dans beaucoup de filières, il y a du travail. Pour nous, on a eu la chance d'emmener les élèves découvrir Paris Déco-Off. C'est un événement international très important, où ils ont pu découvrir des grandes maisons d'édition. Et là, les éditeurs de tissus leur ont dit « mais en fait, on vous attend, on a besoin de vous ». Il y a beaucoup de demandes en France, mais aussi à l'étranger. Le savoir-faire français est reconnu dans le monde entier. Donc, on veut mettre ça en avant, le savoir-faire français. C'est une immense chance de pouvoir former les élèves, encore aujourd'hui, dans des filières des métiers rares. Donc, il faut vraiment mettre les filières professionnelles de l'artisanat et toutes les autres en avant. C'est hyper important. Et oui, vous disiez effectivement que c'est l'endroit où les parents ont peur que leurs enfants ne trouvent pas de métier, mais bien au contraire, justement. C'est peut-être là où il y a le plus de débouchés pour la suite. Oui, ils apprennent vraiment un métier, c'est concret. Que dans les filières générales, il y a des spécialités, oui, mais on n'apprend pas un métier. Donc c'est la grosse différence. Et puis les élèves en professionnel partent en stage dans des entreprises. Donc ils sont vraiment projetés dans le monde du travail. C'est ce qui leur plaît aussi, je pense. C'est un peu effrayant au début pour les élèves de seconde qui arrivent. Et puis en fait, ils s'aperçoivent très vite que c'est des expériences inoubliables. Une idée reçue qu'on a aussi beaucoup sur les filières professionnelles, c'est celle des salaires. On dit que c'est pas forcément des filières où il y a des salaires à aller chercher, mais notamment dans la filière dans laquelle vous enseignez et vous étudiez, Alexandre, il y a des emplois et les salaires sont corrects. Au début, voilà, après c'est l'entreprise quand elle évolue. En fait, il faut faire évoluer son entreprise. Mais non, au niveau du salaire... On commence au SMIC comme oui. tout travail. Ça. Et puis après, oui, c'est vrai qu'on peut très vite évoluer, devenir chef d'atelier, travailler sur des gros projets. Oui. Oui, en fait, ce sont des rencontres que vous faites aussi avec plein d'autres artistes, avec d'autres enseignants, des entrepreneurs sur place. C'est un lieu aussi de rencontre pour la suite qui est très important pour vous, j'imagine. Oui. Oui, on a rencontré des résidents qui ont expliqué qu'ils travaillent en collaboration avec des artisans, donc ils ont peut-être par la suite besoin des élèves, donc c'est des futures collaborations. Donc d'être sur un lieu comme ça, de rencontrer énormément d'artistes, c'est très positif pour leurs futurs projets. Eh bien, je vous le souhaite en tout cas, évidemment, Alexandre de Morège, ainsi que tous vos compagnons de lycée. Et puis, Capucine Plossorin, merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur atelier couture, donc au lycée à Châlons en Champagne. Merci beaucoup et beau projet à la Villa Médicis. Tout de suite, eh bien, on va retrouver Guillaume Ouattara qui est sur ce plateau avec une chronique spéciale Allemagne. Ja, natürlich.
Alors Guillaume, pour votre chronique Quoi de neuf sur les réseaux, vous trouvez toujours des petites perles absolument merveilleuses. Vous venez avec une très bonne nouvelle aujourd'hui, puisque vous êtes en mesure de nous annoncer que la chaîne School TV vient d'être adaptée en Allemagne, c'est ça? Et oui, grande nouvelle, willkommen à tous nos nouveaux spectateurs, spectatrices, je sais plus trop quoi dire en allemand, mais oui, c'est officiel, la chaîne de télé School TV devient internationale et donc va franchir les portes du Rhin pour devenir une chaîne sur l'éducation, das Education, en Allemagne. Alors pour... faire un mix allemand, ouais, allemand, espagnol, das Education. Et pour présenter le grand JT de l'éducation, ils n'ont pas cherché très loin, c'est une star locale du petit écran qui s'appelle Virginie Wilhelm qui a été choisie pour la présentation. Je vous laisse découvrir en exclusivité les premières images du Grosse JT. Willkommen bei der großen Bildungsnachrichtensendung. Sofort das Inhaltsverzeichnis. Mobbenden Schüler von der Schule ausschließen statt gemobbten Schüler vom Unterricht. Ersten Verordnung von Bildungsminister Gabriel Attal. Eine lange erwartete Maßnahme. Wir werden in Kürze mit unseren Gästen darüber sprechen. Ihr Kind besser verstehen, insbesondere zwischen 18 und 36 Monaten. Ziel des Buches Ich bin 2 Jahre alt. In der zweiten Hälfte sprechen wir mit dem Autor. Malika Maynard in Erinnerung an die Halsketten mit Stanislas Sufoi-Rittner. Los geht's mit den News von Ouattara. Ouattara, c'est moi. Non, mais ce qui est surréaliste, c'est qu'en fait, effectivement, on a l'impression que je suis bilingue allemand. J'aurais aimé, mais ce n'est pas le cas. Et on voit ma bouche comme si je parlais allemand couramment. En fait, Votre bouche et votre voix, ça fait le buzz en ce moment. En fait, c'est un outil d'intelligence artificielle qui a été développé par une start-up californienne, AgeN, et qui est surpuissant. Vous envoyez n'importe quelle vidéo et en une dizaine de minutes, et moyennant un peu d'argent, puisqu'il y a une version gratuite, mais là, il faut attendre des heures. Donc, si vous avez envie d'aller vite, vous payez et vous avez une version entièrement traduite. La voix, d'abord, elle est reproduite avec de la synthèse vocale. C'est-à-dire qu'on va analyser la manière dont vous parlez et on va vous faire parler avec votre manière dans une autre langue. Ça, c'est le premier point. Le second point, effectivement, vous l'avez remarqué, il y a une synchronisation parfaite des lèvres avec la langue de destination et ça c'est les outils de deepfake, voilà tous les outils d'intelligence artificielle qui permettent ce résultat qui est quand même assez incroyable. Ah oui, non, effectivement c'est surréaliste parce que c'est vraiment ma voix. Et donc c'est la fin des cours de langue si je comprends bien? C'est la question que se posent certains internautes puisqu'en fait à quoi bon apprendre l'allemand s'il suffit de se filmer et puis de diffuser la vidéo avec un algorithme pour que ça soit traduit. Alors il faudra peut-être continuer à apprendre puisque dans la vie de tous les jours, à moins peut-être de porter un masque qui traduit en temps réel, on pourrait imaginer, c'est un peu de la science-fiction, mais avoir un masque un peu virtuel et puis qui change la bouche, qui analyse le son, qui donne un futur très sympathique, un futur en tout cas de flemmard, on va pas se mentir. Par contre, les usages de cette technologie plus immédiat, c'est dans tous les doublages de films, puisqu'en fait les doublages de films, vous savez, vous avez des comédiens de doublage qui font un travail formidable, mais il y a toujours un petit décalage, on est toujours un peu frustré quand on regarde un film en VF. Imaginez, regardez, on a parlé avec la production Harry Potter, avec la vraie voix d'Harry Potter et avec l'élève qui bouge au même moment. C'est génial, mais ça pourrait nuire à l'industrie des comédiens de doublage. Donc comme je ne veux pas me faire d'ennemis, c'est génial, mais gardons nos comédiens peut-être pour peaufiner et pour travailler sur la langue, mais c'est en tout cas un avenir incroyable qui s'ouvre à nous. Donc Brad Pitt qui fait une déclaration d'amour, c'est possible? C'est totalement en français. Possible. Magnifique. Français. Et c'est possible aussi d'avoir d'autres personnalités qui effectivement parlent dans une autre langue comme la nôtre? Oui, et c'est arrivé sur le réseau social X puisque ça a fait le tour du web. Je suis pas le premier à m'amuser à le faire. Je vous propose par exemple de découvrir comment parle Donald Trump en version française. Ça fait un peu peur. Chaque jeune Américain mérite de savoir qu'il est l'héritier d'une histoire incroyable transmise par une légion de héros américains. Des individus comme George Washington, Thomas Jefferson, Betsy Ross, Frederick Douglass, Abraham Lincoln, Harry... Petit côté canadien quand même dans l'accent, non? Un peu, léger. Asti Chris. Ça le rend sympathique même cet accent. Ouais, mais ce qui est drôle, c'est de vraiment avoir les modulations, la voix de Trump, mais sur un texte français, quoi.
Incroyable. Alors, plus bluffant aussi, plus généralement, cette rentrée, c'est la question des outils d'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation qui fait aussi beaucoup parler. Oui, parce que là, on voit des résultats qui sont assez incroyables, mais ChatGPT, ça fait un tout petit peu plus d'1 an qu'il a été démocratisé. L'intelligence artificielle, on la connaît depuis des années dans le milieu des chercheurs informatiques, mais qu'on soit capable, pour une poignée d'euros, de réaliser des prouesses qui avant nécessitaient quand même des grosses machines, c'est tout récent. Et ça s'est massifié aussi dans le domaine de l'éducation, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes élèves utilisent ChatGPT, par exemple, pour faire leur dissertation. La question qui se pose, c'est de savoir si on devrait mettre ChatGPT dans ses fournitures scolaires cette année. C'est donc la question un peu provoque du Parisien. Réponse de Guillaume Augier, professeur d'anglais. Il n'y a pas encore beaucoup de statistiques concrètes, mais beaucoup d'entre eux, de lycéens, de collégiens, d'élèves, ont déjà utilisé l'intelligence artificielle ou en ont entendu parler. Le risque avec tout ça, c'est quand même de se retrouver, notamment via ChatGPT, avec une espèce d'uniformisation, c'est-à-dire que tout le monde va produire le même type de dissertation. Premier point. Et puis deuxième point aussi, c'est que les élèves vont perdre l'habitude de travailler, de réfléchir, de concevoir. Ça pose question. Alors, c'est une question qui se pose, mais en même temps, certains utilisateurs, certains observateurs un peu sceptiques disent oui, mais quand les calculatrices sont arrivées, c'était exactement les mêmes débats. Certains disaient qu'on allait plus apprendre à calculer, qu'on allait perdre cette faculté-là. Et non, c'est simplement une aide, une béquille. Reste à savoir donc comment ça va fonctionner. Dans cet article du Parisien, il y a quelque chose qui est assez rigolo, puisque les profs, ils font un peu leur travail de prof, ils sont un petit peu, entre guillemets, arrogants, avec toute la bienveillance que je mets derrière ce terme, mais ils disent, nous, on est encore capable de détecter l'intelligence artificielle quand elle est produite par des élèves. C'est vrai qu'entre une copie d'un élève moyen, habituel, et une copie plutôt bonne, développée par l'intelligence artificielle, il peut y avoir des questions. Mais quand ces outils d'intelligence artificielle sont capables de reproduire le même niveau scolaire qu'un élève moyen, eh bien, je mets au défi les professeurs de savoir si ça a été ou non généré par de l'intelligence artificielle. Tiens, je pose la question pour terminer. Est-ce que cette chronique a été écrite par mes petits doigts ou par ceux métalliques d'une intelligence artificielle? Est-ce que vous l'avouerez? Jamais. C'est ça. Jamais. Je préfère que ça se passe comme ça. Non, mais je sais que vous avez une conscience professionnelle qui fait que, de toute façon, vous pouvez écrire que des tas de bêtises, ça peut être écrit que pas. Non, c'est merveilleux. Merci beaucoup pour tout cela. Sachez quand même qu'il y a beaucoup de logiciels qui existent et qui sont là pour détecter justement ce qui a été fait par l'intelligence artificielle. Donc, Mais vous savez que ces logiciels sont assez pernicieux, puisque moi, je me suis amusé à mettre des articles que j'ai produits il y a même des années pour des médias dans ces outils de détection d'intelligence artificielle. Et alors, à moi que je sois complètement soit artificiel, soit pas intelligent, mais ces outils disent que autour de 60% de chances que ça soit du plagiat, alors que je le jure, à cette époque, ça n'existait pas de manière aussi massive. Donc il faut parfois s'en méfier de ces résultats. Et, pardon, je termine sur l'anecdote, j'ai des étudiants que je connais qui m'ont dit « Ah bah tiens, on m'a dit que j'avais été détecté dans un logiciel trop bien, mais si un étudiant qui a utilisé ChatGPT dit non, je ne l'ai pas utilisé, juridiquement, l'école ne peut rien faire parce que c'est indémontrable. » Ah, c'est une très très bonne information ça. Merci beaucoup Guillaume. Tout de suite on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et cette semaine elle reçoit la danseuse Inès Vandamme. Et du coup, quand tu intègres Danse avec les stars, tu les connais déjà les autres danseurs? Alors ouais, pas du tout, comme je les connais quand même plus ou moins parce que j'ai eu la chance d'être appelée de temps en temps, mais vraiment c'était ponctuel, sur les émissions en renfort de Danse avec les stars où ils ont besoin de danseurs additionnels pour faire des petites danses, mais vraiment des petits passages, des petites apparitions. Et donc je les connais quand même un petit peu, mais c'est pas mes amis, c'est des connaissances. Donc j'arrive quand même et je me dis est-ce que je vais me faire accepter? Et ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Il y a quand même un peu de concurrence quand même. Bah, sur qui va gagner. En fait, c'est que tu rentres dans une équipe qui est soudée depuis 10 ans. Donc c'est comme quand tu rentres dans un groupe d'amis, parce que c'est des amis, hein, c'est vraiment des amis, ils se voient en dehors, etc. Donc forcément, t'es un peu la dernière roue du carrosse, mais ils me l'ont pas fait ressentir de manière méchante. Si t'es la dernière danseuse venue là? Alors là, non, plus maintenant. Et crois-moi que j'ai essayé d'accueillir les nouveaux de la meilleure manière qui soit. Est-ce que vous êtes consulté dans le choix du partenaire qui va vous accompagner? Alors là, je peux te dire que non. Je te le jure sur tout ce qui est possible. On n'est absolument pas consulté et tant mieux. Parce que je pense qu'on aurait tous cette envie, toutes et tous cette envie d'avoir le meilleur danseur tout de suite. Et en fait, ce qui est génial, moi, j'ai jamais eu le meilleur danseur. J'ai eu 3 partenaires incroyables. Ladji, rappelons que Ladji dansait bien. Ladji, c'est mon meilleur ami aujourd'hui. Mais non, Ladji ne dansait pas bien quand il est arrivé. Ladji a eu beaucoup d'envie et beaucoup c'est un sportif, de passion. C'est un compétiteur aussi. Exactement. Ensuite, j'ai eu Jean-Baptiste Monnier et j'ai eu Florent Père.
C'est 3 amis qui ne savaient pas danser, mais c'est 3 amis qui se sont donnés à fond. Et en fait, je pense que si j'avais eu à choisir, j'aurais peut-être pas pris ces personnalités-là, mais qu'est-ce que... Je ne regrette pas d'être tombée sur 3 personnalités aussi belles. Et la meilleure performance, du coup, c'est avec Ladji, alors? Oui, on est allé en finale. Quand même. Pas mal. Donc le prochain objectif, c'est de remporter Danse avec les stars. J'aimerais bien gagner. C'est très très rare que tu m'entendras dire ça. Mais si je fais une prochaine saison, j'y vais pour la gagner. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie d'Inès Vandamme. À demain. Merci Malika et Inès. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. C'est pas un phénomène non plus seulement français, d'ailleurs, le fait que les filles ne poursuivent pas en sciences. Vous avez une explication à ça? Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave parce que personne n'en a une vraie. Alors, j'ai des hypothèses. C'est ça, voilà. Je pense que l'une des premières hypothèses, en tout cas, c'est une idée reçue qui est véhiculée dans toute la société et qui est même véhiculée parfois en tant que maman. C'est-à-dire que même si on est là en tant que maman, parce que je suis maman, et même si on veut, nous, se forcer mentalement à se dire non, nos filles peuvent aller dans les filières scientifiques, je pense que c'est quelque chose qui est tellement ancré en nous et que du coup, on a du mal à y faire face, quoi. Donc la première chose, c'est d'abord de prendre conscience, je pense, pour ensuite essayer de trouver des solutions. Vous, comment elle s'est faite, cette prise de conscience? Parce que vous y êtes allée dans les filières scientifiques. Oui. Alors moi, c'est marrant, c'est que j'ai toujours aimé les maths. Et je n'ai jamais ressenti, en fait, le fait de devoir me mettre des bâtons dans les roues. Et j'irais même plus loin, c'est que j'ai toujours été super bien accueillie, en fait, par les équipes masculines. Et ça, on ne le dit pas assez. Moi, en école d'ingénieur, en prépa, déjà, les garçons voulaient être... Enfin, il y avait les fameuses cols. Les garçons voulaient être dans des groupes de cols parce que souvent, les enseignants étaient plus bienveillants avec les filles. En école d'ingénieur, ça a toujours été pareil. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un accueil en tant que fille par les équipes. Donc, c'est pour ça, de croire qu'on sera mal accueilli parce qu'on est dans un milieu masculin, mais non, il faut y aller. Et franchement, moi, j'ai adoré mes études supérieures dans les études scientifiques, vraiment. C'est quelque part l'une des compétences du XXIe siècle. Vous en parlez aussi dans votre tribune. Oui. Tout ce qui est l'esprit critique, la coopération, l'aisance à l'oral. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est incapable de le faire. Ça vous rassure quelque part? Alors, effectivement, on parle de la possibilité de discernement, parce que dans ces informations-là, il y a du vrai, il y a du faux. Donc, ça va être effectivement ces compétences-là qu'il va falloir doter nos enfants, et aussi nous, adultes, parce qu'on va voir que l'intelligence artificielle va arriver dans notre quotidien, au niveau des journalistes, au niveau des avocats. Donc, ça va être ce discernement qui va être demandé, cet esprit critique par rapport à une information. Et c'est toute cette révolution, quelque part, pédagogique qu'il va falloir entamer. On prend du retard en France sur ces sujets-là? On ne comprend pas d'avance. Ouais. C'est vrai qu'on est en pleine rentrée scolaire. Il y a beaucoup de sujets mis sur la table. J'ai vu très peu d'articles qui parlaient de ce problème. Donc là aussi, on laisse un petit peu les profs face à cette problématique-là. Voilà. Donc je trouve qu'effectivement, il ne faut pas prendre de retard. La France a technologiquement des moyens de répondre, mais pédagogiquement, d'intégrer ça au niveau de l'éducation, c'est le vrai challenge, je trouve, des 10 prochaines années. Vous êtes, je rappelle, coordinatrice de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme d'Île-de-France. Quelle est votre définition de l'illettrisme ? Eh bien, l'illettrisme, c'est tout simplement, à l'âge adulte, être en difficulté avec la lecture, l'écriture et le calcul, quand bien même on a été scolarisé. Et du coup, on connaît des difficultés dans les actes simples de la vie quotidienne. Lire des modes d'emploi, écrire des notes, rédiger des bons de commande, calculer le change, la monnaie qu'on doit rendre au boulanger, par exemple. Tout ça, c'est très compliqué. Ça devient un véritable casse-tête. L'illettrisme déclaré grande cause nationale depuis 2013. Ça fait déjà 10 ans. Est-ce qu'il faut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein concernant les résultats ? Alors, heureusement, il y a des progressions à chaque fois, notamment lorsqu'on a pu faire les enquêtes de 2004 et 2012. On a vu quand même qu'il y avait une réduction de l'illettrisme en France. Pour autant, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire, aussi bien avec les acteurs de la société civile que dans le monde des entreprises. Les notes dont vous dites qu'elles sont aujourd'hui le cancer de l'école, et vous, par exemple, vous ne promettez pas des bonnes notes tout de suite dans votre méthode ? Non.
C'est pas du tout commercial, Amina, je vous le dis quand même. Oui, je sais, on est anti-commercial, mais en même temps, entre guillemets, je ne peux vendre que ce que je crois. Ouais. Et ça, je suis profondément convaincue que, en fait, en voulant tout miser en fait sur le résultat, qui sont donc les notes, on passe à côté en fait de l'essentiel. Moi, je suis une amoureuse de l'école, c'est-à-dire que j'aime bien l'école, j'aime bien parce qu'on pas uniquement sur la dimension apprentissage, mais on apprend bien d'autres choses que juste finalement apprendre à lire et à écrire. On apprend à vivre en société, on apprend tellement de choses. Et en fait, me dire que parce qu'on note les élèves et que ces notes, en fait, met une pression qui n'est pas juste sur les élèves, ça met une pression finalement sur les parents, sur tout le système. monde. Ouais. Ah oui, mais du coup, on passe à côté de l'essence même de l'école, qui est de les faire grandir. Et avoir des élèves qui grandissent dans de bonnes conditions, pour moi, c'est finalement avoir une société qui va être dans un meilleur état aussi. Vous soutenez Philippe Colléon, vous êtes le président d'Academia depuis plus de 15 ans, des organisations sportives, engagées aussi, qui placent l'éducation au cœur de leur projet éducatif. Pourquoi ça vous tient à cœur ? D'abord parce que on croit beaucoup à ce qu'on appelle le double projet. C'est-à-dire qu'un enfant, aujourd'hui, doit pouvoir avoir une passion, alors dans le sport, dans la musique, dans la danse, et par rapport à d'autres systèmes, effectivement, anglo-saxons, il ne doit pas être sanctionné parce qu'il a une passion. Donc notre parti pris, c'est au contraire d'aider ces jeunes qui ont une passion, qui seront peut-être un jour professionnels, peut-être pas, peut-être une passion qui sera jamais rémunératrice, mais c'est d'aider ça. Et effectivement, quand on voit la réalité de ces enfants-là, qui sont à 6h du matin dans une piscine, quel que soit leur port, il y a une pénibilité. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand on écoute les parents, ils disent « Ah, mon fils, ma fille, sur son portable, il n'y a plus de notion de temps long, d'effort », eh bien, je dirais, ces jeunes-là devraient être nos héros. Encore plus parce qu'on est en année olympique, et quelque part, le courage, souvent, de ces jeunes qui ont ces passions, eh bien voilà, notre désir, c'est de les aider. L'électronisme, en fait, désigne l'incapacité à utiliser les outils numériques pareil dans la vie quotidienne, dans leur ensemble. Ouais. On a 13 millions de Français qui seraient en situation d'électronisme. 13 millions de Français qui sont quoi, incapables d'aller sur Internet, concrètement ? Ou qui n'y vont pas. Ou qui n'y vont pas. C'est vraiment, ça peut être un choix aussi, une peur de ces outils. D'accord. Néanmoins, dans ces 13 millions de Français, on a quand même 2,5 millions de personnes qui cumulent les deux difficultés. Donc illettrisme et électronisme. Et donc c'est notre mission à l'agence que de lutter contre le double illettrisme. Donc les personnes qui ont à la fois des difficultés en lecture, écriture, calcul, et aussi avec le numérique, parce que le numérique maintenant est partout dans nos vies. Le compte professionnel de formation, le CPF, il est digitalisé maintenant. Comment ils font ces gens ? Alors, ils doivent opter pour une formation, c'est compliqué ? C'est compliqué, il faut se faire accompagner, mais au-delà de ça, toutes les démarches administratives maintenant quasiment sont dématérialisées, et 75% des emplois aujourd'hui nécessitent l'usage du numérique, et cette proportion ne cesse d'augmenter. À quoi ça vous fait penser la noix ? Je pose même la question à l'invité, bien évidemment. Oui, on a une image. Quand on voit la photo, ça fait le cerveau quand même. Ça fait le cerveau. Effectivement, ça fait. Et la noix, c'est bon pour le cerveau ? Et oui, la noix, c'est bon pour le cerveau parce que ça contient des oméga 3 qui sont de très bonnes graisses, qui sont très bonnes pour le cerveau, entre autres des minéraux, des oligo-éléments. Il y a du zinc aussi, ça stimule le cerveau et ça permet le bon fonctionnement du cerveau. C'est pas mal. Génial. Vous en avez un deuxième ? Ah oui, j'en ai même beaucoup. C'est pas vrai. La carotte. À quoi ça vous fait penser ? Une carotte. La carotte découpée. Alors. Ah oui, la carotte découpée, oui, c'est vrai. Elle est découpée en rondelles. Ça vous donne un truc ? Les yeux, Amina, elle est très très bonne. Forte. Les yeux, effectivement, c'est une similitude avec l'iris de nos yeux, puisqu'on y retrouve la pupille et puis tous les cercles concentriques. Et c'est bon pour les yeux. Et la carotte, elle est riche en bêta-carotène, qui est le précurseur de la vitamine A. Et la vitamine A, justement, elle est connue pour ses vertus pour la vue, surtout la vue de nuit. Vous saviez ça, vous ? Un petit peu. Ah, vous saviez vous-même ? Ouh là là, je sens qu'il y a de la révision, là. Allez, un troisième. Un troisième, le raisin. Je ne regarde que l'invité maintenant. Désolée, Manuel, parce qu'elle est très très forte. Je vous mets sur la piste. Vous imaginez une grappe à droite, une grappe à gauche. Allez, je vous donne une petite... Le poumon. Oh là là, mais elle est fantastique. Elle est fantastique, oui, ça fait penser au poumon, aux bronches et aux bronchioles de l'appareil respiratoire. Alors, le raisin, ça a des propriétés contre le diabète, la fatigue, la constipation. Mais ce qui est fou, c'est que dans le raisin, on sait qu'il y a une molécule qui s'appelle le resveratrol et qui a montré sur des souris, pas sur des humains, mais sur des souris, des vertus protectrices contre le cancer du poumon, justement. Surtout pour la souris qui clope, c'est vachement bien le resveratrol. C'est ça.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous suivre si nombreux. Canal 217 sur les box Orange, Canal 247 sur les Freebox et évidemment schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions ainsi que celles de mes camarades qui sont sur la même chaîne que moi. Aujourd'hui, je remercie à la réalisation, c'est Romain Luc, le son Héloïse Merlin, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao.